Quel stress! Quel stress, quel stress. Voilà, alors je vous dis juste quelques mots maintenant, mais je vais encore vous ajouter quelque chose à la fin de la soirée. Vous allez, surtout pour ceux qui ne sont pas venus jusqu'ici, ne connaissent pas encore comment on va faire, vous savez que vous aurez la possibilité de lire, d'acheter les livres que Catherine et Alain vont nous présenter. Et puis, bien sûr, il y a les buffet qui est offert à tout le monde. Et en plus, pour ceux qui ont aimé la soirée, ont envie de nous soutenir, il y a aussi même un chapeau là-bas. Et pour ceux qui veulent vraiment nous soutenir, on va parler de ça, peuvent devenir membres de la Compagnie des Mots pour une toute petite cotisation annuelle. Mais on va discuter de ça plus tard. Je pense que je vais vous laisser déjà commencer la soirée. Voilà. Merci. Alors, Il y a un musicien. ah oui, oui, Le musicien. Oh, Julien voilà. Pinol va nous jouer. Voilà, et Julien, on a aussi un musicien, on est très contents que vous êtes là. Et puis voilà, je vous laisse maintenant, vous êtes tous les quatre, tout le monde est présent, on peut commencer. on est prêt. Catherine Lejean, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par une partie biographique. Et par une première question qui est un peu radiophonique. J'ai mis 2 semaines à la trouver. Vous êtes prête? J'ai un petit peu peur, mais allez-y. Catherine Lejean, qui êtes-vous? Oula. Tu es venu de retour? Bon, écoutez, qu'est-ce que je vais dire? Je suis d'origine valaisanne. Je suis née dans un petit village des Alpes suisses. Pour ceux qui connaissent, c'est dans le Val d'Airain. Les Raymond, c'est là que j'ai grandi. Ensuite, je l'ai quitté pour venir simplement étudier à Genève. Et puis ensuite, voilà, je suis restée ici. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Je suis enseignante de français, j'ai des collègues qui me font l'amitié d'être là, des voisins aussi, donc je crois que j'ai la chance d'être bien entourée. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? Est-ce que ça suffit? Oui, je peux rebondir un peu là-dessus. Là, j'ai pianoté sur Internet, j'ai tapé Lejean, j'ai vu qu'il y a pas mal de Lejean célèbres. Il y a Grégory Lejean. Alors, est-ce que j'ose dire, je ne veux pas faire de politique, que nous ne sommes pas cousins, paraît-il. Donc voilà, donc effectivement c'est le même nom de famille, mais on a grandi effectivement dans le même village. C'est quelqu'un qui avait pris des positions un peu, comment on peut dire, raides il y a quelques années. Je sais pas qui s'en s'agit depuis. C'est un petit peu assagi, mais si je pouvais, on ne va pas faire politique, je ne voterais toujours pas pour lui. Voilà. Mais il est tout à fait acceptable maintenant. Voilà. Je pensais vraiment pas qu'on allait se diriger vers cette direction. Ça prendra tout, donc, quand on est invité ici. Ah ben oui, j'ai pas fini. Il y a Elisabeth Lejean, co-rédactrice en chef au téléjournal. C'est juste, oui. Alors c'est ma sœur, absolument. C'est ma sœur et en fait elle va quitter la co-rédaction, je pense que je peux le dire puisque ça a été annoncé. Donc elle va passer plutôt à l'émission Temps Présent. Et effectivement elle est journaliste. Est-ce qu'il y a d'autres frères et sœurs? Alors oui, j'ai une sœur qui vit toujours dans les Alpes, si je puis dire, et un frère qui vit lui à Zurich. Alors une question intéressante pour moi, qui m'intéresse tout particulièrement, c'est que vous êtes valaisanne, Oui. vous êtes venue à Genève, Oui. et les Valaisans ont toujours, je ne sais pas l'expérience, une sorte de relation avec le canton très bizarre, qui est faite d'agacement et de passion. Je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à ça. Je dirais que je suis un petit peu dans votre question, je sens quelque chose d'ambivalent, parce que je sais que vous êtes aussi d'origine valaisanne. Donc il y a un peu d'ambivalence, c'est-à-dire que je trouve quand même il y a beaucoup de chaleur, que dans les relations, il peut y avoir quelque chose de très direct, d'assez facile, de pas très, de peu formel, qui peut être très agréable. Et puis, il peut y avoir aussi, quand on vient d'un village, tout le monde sait ce que fait tout le monde, il peut peut-être être parfois pesant. Et puis aussi quelque chose de peut-être parfois un petit peu conventionnel, qui peut faire qu'on respire peut-être pas toujours aussi bien que ça, et que ça peut être intéressant d'aller voir ailleurs aussi. C'est un petit peu
peu ces deux volets, je dirais. C'est pour ça que vous êtes resté à Genève. Mais disons que moi j'ai fait mes études ici, j'ai l'impression de faire une biographie, c'est très Ouais, étrange. mais c'est ce Je qu'on est en train de m'attendais pas à faire. ça, mais enfin voilà. Écoutez, c'est-à-dire que j'ai fait mes études ici, et puis ensuite, voilà, j'ai eu un cercle social, des amis, et puis bon, la ville offre aussi toute une vie culturelle que j'ai trouvée intéressante, et donc voilà, j'ai décidé de plutôt m'installer ici que dans un petit village où c'était certes chaleureux, mais où je pourrais faire de la chorale ou de la fanfare, mais voilà, c'était pas tout à fait mes passions. Alors j'ai Vous pouvez nous chanter quelque chose après. Non. Donc, prof, c'est une vocation, c'est un pis-aller. Non, non, c'est pas un pis-aller. Surtout que j'ai un ancien élève, je l'ai vu, donc si... non, j'aime bien mon métier. Par contre, c'est vrai que je pense qu'il y a quelques enseignants dans cette assemblée. Il est très prenant, assez chronophage, et je trouve qu'il est vraiment intéressant, j'aime beaucoup, mais pour l'écriture, pour un projet personnel, je trouve que ça peut être parfois un petit peu lourd. Mais honnêtement, j'aime bien mon métier. Ouais. Est-ce que vous êtes du genre à dire que le niveau baisse ou est-ce que vous êtes du genre à dire que si vous deviez repasser votre matu, vous ne la réussiriez pas? Alors dans certaines matières, je ne réussirais clairement pas, ça c'est sûr. J'ai tout oublié de ce que j'ai appris, c'est dommage parce que je trouve que finalement c'est une très belle formation qui nous donne un aperçu de plein de branches différentes, que ce soit scientifique ou littéraire. Maintenant, est-ce que le niveau baisse? Moi, je me rappelle quand même que dans ma classe de français, je pense qu'on devait être 3 à aimer lire. Et je sais que, voilà, aujourd'hui, moi, je vois des classes dans lesquelles on a toujours des lecteurs, dans d'autres, il y en a peu. Et moi, en tout cas, je n'idéalise pas disons, autrefois, et puis le fait que les élèves auraient été autrefois plus assidus ou plus lecteurs. J'en suis pas persuadée en fait. C'est un peu... Voilà. Alors on va passer à l'écriture maintenant. Lorsqu'on lit votre livre Confession en ficus, hein, que vous connaissez probablement la couverture en tout cas, on se rend compte que vous n'êtes pas du tout une néophyte, même si c'est votre premier livre. On voit bien que vous avez des qualités qui sont dues à une pratique. Donc vous écrivez depuis longtemps. J'ai mis longtemps à l'écrire, mais dans la mesure où je n'ai pas écrit de façon continue, justement parce que je suis enseignante aussi, en fait j'ai mis beaucoup, comment vous dire, en fait j'ai mis du temps à oser me lancer dans l'écriture, et puis après, quand j'ai commencé à écrire, je trouvais que ce que je faisais était vraiment très mauvais, donc j'ai fait des essais, j'ai jeté beaucoup de choses, j'ai retravaillé. Alors c'est peut-être pour ça que ça vous donne l'impression que c'est très, comme si c'était peut-être très mûr, mais parce que c'était un chemin personnel pour arriver à quelque chose que moi je trouvais à peu près montrable, on va dire. Mais ça veut dire effectivement pas mal de retravail, de relecture, de poubelle, de désespoir, et puis ensuite de recherche pour continuer quand même. Et voilà un petit peu c'est un chemin un petit peu long en fait. Et alors, dans votre livre est publié aux éditions de l'Arbre Vengeur. Alors c'est une sorte de stupéfaction pour beaucoup de monde ici, parce que c'est une maison d'édition qui est très peu connue en Suisse. Ouais. Ben écoutez, moi j'ai fait ce chemin un petit peu compliqué qu'on fait quand on écrit, c'est-à-dire de trouver un éditeur. Ça c'est vraiment un peu une gageure quand même. Et puis donc j'ai envoyé évidemment à des maisons que je connaissais, puis des grosses maisons, en me disant est-ce que j'ai la moindre chance qu'une grosse maison m'édite? Non. J'ai eu parfois des retours, entre guillemets, des refus positifs, si on peut dire, avec des petites... voilà. Mais j'avais repéré l'Arbre Vengeur, je dois quand même le dire, dans le monde des livres. Alors, je me suis dit, bon, si la maison est recensée dans le monde des livres, c'est un assez bon critère du fait qu'ils ne sont pas si obscurs, et peut-être il faut un travail de qualité. J'ai regardé leur catalogue, et il se trouve que mon texte est dans la veine tragicomique, mais qu'il a une dimension comique. Et en fait, beaucoup de maisons d'édition ont des textes plutôt, c'est pas une critique quand je dis mais sérieux, où en fait l'humour n'est pas vraiment il n'y a pas de catalogue, disons, qui prévoit ce type de texte. Alors c'est vrai que c'était un peu difficile de trouver ma maison, si vous voulez. Et quand je les ai vus, eux, c'est vrai, mais j'ai vraiment eu je me suis dit, oh là, ce serait vraiment génial.
mais sans trop oser y croire. Donc j'ai envoyé mon enveloppe à Bordeaux et puis il se trouve que ça a marché. Mais c'était pour moi presque un petit peu miraculeux. En fait. C'est une maison qui publie notamment Éric Chevillard, qui est aussi dans le genre, comment est-ce que vous avez dit, tragico-comique. Oui, alors lui publie chez eux plutôt ce qu'ils appellent des petits aphorismes. Il écrit tous les jours 3 petits, on peut dire aphorismes, 3 très très brefs textes, toujours un peu comiques. Et puis ça s'appelle chaque fois l'autofictif, mais par dérision, parce qu'il n'aime pas l'autofiction. Et puis voilà, et sinon il publie ses autres textes, c'est plutôt chez Minuit en fait. Il a aussi publié quand même 2-3 choses chez L'Arbre Vengeur, mais c'est vrai que son éditeur principal reste les éditions de Minuit. Ouais. Et le livre, il faut le dire, a eu beaucoup de succès. Vous avez eu une presse incroyable, vous avez eu des papiers dans Libération. Alors oui, mais des petits. C'était pas des gros, ouais, j'ai pas fait mais c'est vrai, j'étais toute surprise moi, quelque part. C'était tout de suite après la parution du livre, effectivement. Le Monde. Oui, c'est vrai, le jour de mon anniversaire. Ouais. Un tout petit papier aussi, je tiens à le dire quand même, parce que ça, voilà, c'est vrai. Ouais, Matricule des anges. Ça, j'étais stupéfaite. Ouais. Voilà, très contente. Et vous avez été sélectionné à des tas de prix. Il y a des tas de prix, oui, quelques-uns. Voilà, mais j'en ai eu un finalement. Ouais. Qui sera décerné demain. Nous avons ici la chance d'avoir le président du prix, M. Pierre Béguin. Peut-être que vous pouvez faire un peu de pub pour la cérémonie de demain, M. Béguin. La cérémonie demain, donc, c'est à 18 h à la bibliothèque de Carouge. Voilà, c'est public, mais la bibliothèque de Carouge n'étant pas extensible, surtout le lieu où va se tenir le prix, il ne faut pas venir trop tard si vous voulez une place. Voilà. Il y aura un beau discours de Madame la maire. Ouais. Un beau discours du président. Et, non, il y aura une laudation. Une laudation. C'est la laudation du livre. Et puis samedi aussi. Pardon? Et puis samedi aussi, oui. Ah oui, samedi, oui. Lejean, au salon des petits éditeurs. Il y aura des lectures et puis ensuite séance de dédicaces. Donc là, il y a de l'espace, hein, donc vous pouvez venir nombreux. Et salon des petits... à Chénibourg. Voilà, Chénibourg. Ouais, salle communale. Très bien. On a terminé la partie biographie. Alors, pour faire une transition, je propose un petit morceau de musique. Monsieur Julien Pinol va nous jouer Insensatez, c'est bien ça, de Antonio Carlos Jobim. Ouais, c'est ça.
même maintenant. Est-ce que vous faites le pitch, comme on dit dans les émissions télé? Mon Dieu. Alors, j'ai pas prévu cette question non plus, évidemment. Alors, bon, c'est l'itinéraire d'un personnage qui s'appelle Geoffroy, qui est un petit peu un personnage timoré, qui peine un petit peu à faire son chemin et qui, par incapacité à dire non, se trouve souvent rejeté dans des univers qui sont assez loin de lui. Et voilà, c'est tout cet itinéraire qui est en fait, qui devrait être peut-être un petit peu malheureux, puisque le personnage a un petit peu de difficulté dans son rapport au monde, à lui-même. En fait, je voulais qu'il reste un peu drôlatique, donc il va fréquenter des univers un peu différents, le monde du théâtre, il va trier des pommes, etc. Et puis l'idée, c'est que voilà, cet itinéraire où le personnage peut-être se cherche, voilà, on l'accompagne dans sa quête, et dans son petit chaos, mais j'aimerais bien, je voulais en tout cas que ça soit un petit peu loufoque, plus que voilà, qu'une aventure, disons, un peu déprimante ou sombre. Eh bien, on va faire connaissance Je avec ne suis pas très bonne Geoffroy. pour les Non. intrigues. Vous l'avez très bien fait. On va faire connaissance avec Geoffroy, avec le premier extrait que va nous lire Vincent Aubert. Avant de revoir la lumière du jour devant un parterre de voisins curieux, compatissants, atterrés ou furieux, mais que fait la régie? Je suis resté coincé 2 heures dans l'ascenseur. J'avais pour me distraire une facture, un prospectus annonçant une promotion sur les matelas Bicot au confort de couchage inégalé, et mon reflet dans le miroir. Un individu ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre, ni beau, ni laid. Un compromis entre Laurel et Hardy. À l'extérieur, on s'agitait pour me tirer d'affaire. « Tenez bon, monsieur Despons, l'équipe technique est en route !» Me parvenaient des conciliabules indignés au sujet de l'incurie du propriétaire qui néglige le remplacement d'une antiquité brinque-ballante par un modèle plus moderne et plus sûr. Les ratés de la pompe à chaleur, l'humidité des caves, les infiltrations d'eau par la toiture ont également été déplorés. Qui avait déjà vu le propriétaire? Aucun locataire ne connaissait celui qui encaissait notre loyer sans se soucier de l'état de vétusté de l'immeuble. Quant à moi, entre ciel et terre, j'ai fait le vœu que chacun retourne à ses occupations dominicales. Rester suspendu entre 2 étages à l'arrêt est un bonheur dont j'aurais voulu profiter. À ma sortie de l'ascenseur, on a loué mon sang-froid, on m'a tendu une tasse de café et jeté une couverture sur les épaules comme un rescapé d'une catastrophe. Un journaliste d'une chaîne locale, appelé par un voisin très remonté, m'a tendu son micro. Mes bafouillis ont été coupés au montage pour laisser M. Durer dénoncer en 5 points les manquements de bailleurs sans scrupules dont j'étais la victime. Une victime ahurie empêtrée dans sa couverture de survie. Ce moment de trêve dans un ascenseur en panne a constitué une parenthèse inespérée qui ne se reproduira pas. La régie vient d'installer un nouveau modèle ultramoderne et silencieux qui monte et redescend sans chaos, faiblesse ni essoufflement. À défaut d'être beau, il y a des gens qui ont un physique ou sont intéressants. Pas moi. Mais j'ai une bonne vue et pas de poils dans le dos. Beaucoup d'hommes portent des lunettes ou ont le dos poilu, ce n'est pas mon cas, c'est un avantage tout négatif, certes. Mon frère jumeau, Alexandre, a les mêmes avantages négatifs, mais également de nombreux avantages positifs. Taille élancée, chevelure fournie, ventre plat, très apprécié de la plupart des femmes. Je vous laisse tirer vos conclusions en ce qui me concerne. Nos physiques diffèrent et il en va de même dans tous les domaines. Depuis toujours, Alexandre est mon double inversé.
Je l'ai d'abord suivi lorsqu'il organisait des concours de qui pisse le plus longtemps. J'ai fait le guet pendant qu'il enfonçait un clou dans des pneus arrière ou avant. J'étais sur ses talons quand il est descendu à la cave disposer un piège à rats. Face au rat crevé, une mousse blanchâtre sur le museau, les yeux exorbités, quasiment tranchés en deux par le piège qui s'était refermé sur lui, j'ai pris la fuite. Dans le terrain vague où nous jouions au foot, un tuyau en béton s'enfonçait sous la terre parmi les hautes herbes. Je m'y suis glissé et, allongé dans la pénombre et la fraîcheur de ce conduit, j'ai attendu qu'on m'oublie. Suis-je jamais sorti de ce tuyau? Plus j'avance, moins j'y vois clair. Alors, un anti-héros, comme vous l'avez vu, il a d'ailleurs une trajectoire professionnelle assez intéressante. Oui, c'est-à-dire que, en fait, oui, sur le plan professionnel, il n'est pas réalisé dans la mesure où il n'est pas heureux de cette réussite professionnelle, mais il se trouve qu'il est chef de produit quand même, hein, dans une entreprise d'emballage. Et voilà, c'est pas quelqu'un qui est, disons, certes c'est un anti-héros, mais j'ai envie de dire que je ne l'ai pas voulu nul sur tous les plans. Alors s'il a dans l'entreprise une forme de poste, enfin comment dirais-je, qui n'est pas au bas de l'échelle, c'est bien effectivement parce qu'il est incapable de dire non et donc il se voit chargé de pas mal de responsabilités qui lui incombent parce que d'autres n'en ont pas voulu, il faut quand même le dire, mais donc il n'est pas non plus dans, si vous parlez de l'entreprise, au bas de l'échelle. Et puis pour parler d'anti-héros, si je peux dire, voilà, en fait j'ai quand même, oui effectivement, puisqu'il il est dans son rapport au monde, aux autres, il est en difficulté. Voilà ce que vous avez lu, voulait montrer aussi un personnage un peu à part, qui n'a peut-être pas bien sa place, qui est suspendu entre deux étages dans cet ascenseur, et il va peut-être y rester pour avoir une pause dans cette existence qui n'est pas très satisfaisante. Mais par ailleurs, j'ai aussi voulu que ce soit le personnage, comme c'est le narrateur, et c'est un texte en jeu, c'est le narrateur et tout passe par lui, en fait, par son regard. Et il a aussi quand même, disons, une capacité à avoir un regard un petit peu critique ou un petit peu, peut-être un peu décalé, un peu ironique, ou auto-ironique. Il est quand même capable d'analyser certaines choses. Donc je ne l'ai pas voulu non plus totalement inepte, si on veut bien. Et puis il prend tout de même des décisions puisqu'il quitte son entreprise pour une promotion énorme. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? En fait, disons que c'est-à-dire qu'il démissionne, mais parce que le pauvre, voilà, il a sa compagne disparaît. Donc, et voilà, et donc là, il perd un peu pied. Et puis, alors, il était en fait, étant donné qu'il a beaucoup de peine à s'affirmer, à dire non, il était déjà chef de produit. Alors, si je me rappelle bien, c'était article de bureau. Puis voilà qu'on lui demande d'être chef de produit article périssable, donc 2 casquettes, ça ferait beaucoup pour un seul homme. Et déjà là, il se disait que ça allait être... Bon bref, là je suis dans le psychologique, qui n'est pas peut-être pas le plus intéressant, mais il va effectivement démissionner et puis aller trier des pommes dans une petite micro-entreprise dans laquelle il aura plus de responsabilité. Et puis voilà, ce serait sur le plan social une dégringolade. Pour lui, c'est plutôt une respiration en fait. Ce qui fonctionne très bien dans votre texte, c'est les différents discours. Donc, toutes les fois que vous placez Geoffroy dans une situation, vous avez une satire du discours ambiant, le discours d'entreprise, dans New Packaging, dans l'emballage. Ensuite, quand il trie des pommes, vous avez cette espèce de discours des gens qui sont autour de lui. Il va se retrouver dans un ashram après, il va avoir une satire du langage du développement personnel, du yoga. Il va avoir, dans les articles, on va avoir une satire du langage universitaire, etc. C'est un ressort comique que vous maîtrisez bien. Merci. En fait, oui, quelle est la question? Non, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, c'est un ressort comique et aussi,
je le fais parce que je masque mes défauts en faisant cela, c'est-à-dire mes défauts, les choses que je ne sais pas bien faire, j'ai de la difficulté à décrire. Et donc pour faire voir un univers, celui du tri des pommes, d'ailleurs quand je dis satire, parfois j'ai une forme de tendresse pour les univers qu'ils traversent malgré tout. Je ne voudrais pas avoir un regard, comment dirais-je, méprisant. Mais disons que la façon de parler, le jargon propre à l'entreprise ou à l'ashram ou à ces femmes du milieu agricole, je pense qu'elles permettent aussi de dessiner un petit peu les mondes qui sont décrits, en fait, parce que je suis pas... Et puis le dialogue, ça fait effectivement des petites scènes, des petits sketchs qui, j'espère, donnent une forme de dynamisme au récit aussi. Et le ficus, puisqu'il est dans Petite Confession et un ficus, pouvez-vous nous expliquer ce titre? Oui, alors, il y avait un tuyau dans le texte lu par Vincent Aubert. Et il se trouve qu'au départ, donc, le personnage se rappelle que quand il était enfant, il se planquait déjà dans un tuyau pour échapper un petit peu à tout ce qui se passait à la surface, dans lequel ses copains se tapaient dessus, et lui voulait échapper un petit peu à ce monde cruel dans lequel il était pas tout à fait... auquel il n'était pas totalement adapté. Et puis, il se dit, adulte, il se disait, mais suis-je jamais sorti de ce tuyau? Parce qu'effectivement, il avait l'impression d'être toujours dans le noir et dans les mêmes difficultés. Et puis, donc, le roman s'appelait « Suis-je jamais sorti de ce tuyau ?» Point d'interrogation. Et je suis quand même assez redevable à l'Arbre Vengeur d'avoir accepté le manuscrit sous ce titre. Parce que c'est quand même un titre... Le boucher. Voilà, c'est pas facile de... Et on a réfléchi, c'est moi-même qui ai dit bon, le tuyau, je sais pas, et puis voilà. Donc Confession et ficus, ça a été un petit peu difficile à trouver. Et puis c'est trouvé que voilà, bon, le ficus en fait n'a finalement, parce qu'il a un rôle si central que ça, c'est-à-dire qu'il se trouve dans le cabinet du psychiatre qu'il va consulter, et puis ce pauvre Geoffroy, incapable qu'il est de parler en face à face avec ce psychiatre, parce qu'il doit lui expliquer à quel point il est perdu, il ne trouve pas les mots, il bafouille, donc il préfère regarder le ficus qui est à droite du psychiatre, et donc il lui confie ses doutes, ses angoisses, ses difficultés. Alors à force le ficus dépérit, et voilà, donc après il va s'adresser à la poubelle. Mais il se trouve qu'apparemment quand même, ces confessions à un ficus vont avoir quand même un effet un peu cathartique, et il va quand même se débarrasser de quelques difficultés. Enfin, il se trouve que quand même il va aller de l'avant, malgré tout. Oui, il y a une évolution, on va peut-être en parler plus tard. J'ai plein de questions sur la fin, mais on va attendre un petit peu là. On va parler peut-être de sa compagne aussi, parce que c'est quand même l'argument du livre, c'est qu'il va rechercher cette compagne qui s'appelle Lynn, et qui est un être assez mystérieux en fait, pour le lecteur. Oui, en fait, au départ, Lynn, elle avait une existence beaucoup plus grande, elle était dépressive, elle voulait se suicider, elle avait des parents. En fait, c'était une direction dans laquelle le roman devenait très psychologique autour de cette histoire de couple, et je trouvais un peu... C'est pas une direction dans laquelle j'avais envie d'aller, et je trouvais que tout couper et laisser juste cette espèce de femme un peu mystérieuse, qui disparaît, on ne sait pas trop pourquoi, me convenait plus pour ne pas tirer dans le côté un peu, ça aurait pu devenir quelque chose d'un peu pathétique, et je voyais même pas très bien comment rire d'ailleurs de cette histoire, parce qu'il y a quand même des moments où le personnage souffre, et dans une forme de souffrance, mais là genre ça devenait trop développé. Je voulais garder ce petit côté légèrement absurde, et le fait qu'on n'ait pas toutes les motivations psychologiques parfois, je le préfère en fait. Et c'est grâce à cette ligne qu'il tombe sur un livre, Le Pavillon des Cancéreux, qui a une grande importance dans votre texte. Là aussi, pourquoi Le Pavillon des Cancéreux de Solzhenitsyn, pourquoi ce livre qui n'est pas à sauter de joie, quoi. Non, pas du tout. Mais bon, ça c'est un petit souvenir personnel, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas si je ne vais pas faire ma psychothérapie devant vous, je vous rassure, mais quand j'étais dans ma famille, on avait des livres, pas beaucoup de livres, et un des livres qu'on avait, c'était Le Pavillon des Cancéreux, et moi j'aimais beaucoup lire, et mon père me dit, ça c'est de la vraie littérature, parce que voilà, Solzhenitsyn, il savait qu'il avait eu le prix Nobel. Et donc je l'ai lu assez jeune, et j'ai beaucoup aimé en fait ce texte qui présente en fait toute la société sous je crois que c'est la fin
de Staline, qui est, voilà, on a toute la palette du moujik aux apparatchiks qui se trouvent voilà, dans ce pavillon des cancéreux, puisque quand on a, voilà, face à la mort, tout le monde est à égalité, si on veut bien. Et puis, donc ça m'avait déjà frappé à l'époque. Et puis, il se trouve que le personnage de Geoffroy, il se pose tout de même des questions d'ordre un peu existentiel. Et autour de lui, en fait, il va, donc, que ce soit dans l'entreprise, même dans l'ashram, voilà, je ne sais plus, enfin, les femmes qui trient des pommes ont un côté plus authentique, mais disons qu'il n'a pas même avec son psy, il n'y a pas de résonance par rapport à ces questionnements qui sont vraiment assez d'ordre existentiel, vraiment. Hein. Et à la fin, il dit comment ne pas se poser la question du pourquoi. Alors, ça fait un peu ridicule, mais justement, pour que ça ne soit pas ridicule, je me disais, il faudrait que je trouve quelque chose où on puisse entendre ces questionnements. Puis, en fait, c'est en résonance avec ce texte dans lequel les personnages sont forcément face à la mort, puisqu'ils sont malades, ou potentiellement face à la mort, voilà, que toute la dimension un peu plus profonde et existentielle est possible. Donc c'est dans la fiction, j'aimais bien l'idée aussi que ce soit dans la fiction que ces questions-là puissent être traitées. Voilà, être traitées. Et ça va être un des actes de libération, si j'ose dire, de Geoffroy, parce que finalement, il vole le livre. Voilà, le livre, c'est le livre de sa compagne qui a disparu, et elle l'a prise à la bibliothèque, elle a pris l'exemplaire à la bibliothèque, mais il ne le rendra jamais. Et c'est elle qui aura l'amende, mais de toute façon, elle a disparu. Alors qu'il est très soumis d'habitude. Voilà, mais en fait, dans le roman aussi, il y avait un personnage que j'aime bien, qui est Kostoglotov, et c'était aussi comme un peu un modèle pour lui. Il ne trouve pas de modèle, en fait, aussi dans le monde qui est dans le monde réel. Il n'a pas de en fait, je vois pas très bien qui il pourrait admirer, mais il admire ce personnage de Kostoglotov qui est justement quelqu'un qui a du courage, qui a une personnalité, et voilà, c'est aussi un peu un modèle qu'il trouve dans le roman. Quelque chose qui se trouve par là. Un autre personnage aussi qui m'a beaucoup intéressé, on l'a vu dans l'extrait, c'est son jumeau, qui est son exact contraire. Pourquoi aussi créer ce personnage double inversé, ouais, je sais pas trop, en fait, c'était au départ parce que je voulais essayer de faire un portrait du personnage, et puis le frère est tout ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire il est un peu flamboyant, il ne pose pas beaucoup de questions, il fait de l'argent, il a du succès avec les femmes, donc voilà, c'était un petit peu presque... Voilà, pour permettre le portrait, puis peut-être aussi parce que parfois j'avais besoin de relancer l'action, et le frère lui pose des questions, mais enfin comment tu t'es foutu dans cette histoire, etc. C'est le frère qui lui pose des questions, c'est le frère qui, voilà, aussi parfois essaye de lui dire mais il faut que tu, je sais plus très bien, à un moment donné, qu'il ne sait pas séduire, on lui dit mais allez, vas-y. Donc bref, il a un petit côté aussi, le frère, un peu oui, le double, pour en dire quelque chose à l'inverse de Geoffroy, et puis pour relancer parfois un petit peu la machine narrative, je ne sais pas comment dire ça. Finalement, tout le monde encourage Geoffroy, son frère, les femmes qui cueillent des pommes lui conseillent de se mettre en couple. Ensuite, il y aura Carmen, etc. Tout le monde, sauf son psy, qui le laisse tranquillement dormir pendant les séances. C'est vrai. Ce qui sert bien à tout le monde. Bon, on va passer quand même à quelque chose que Geoffroy fait qui est très intéressant, c'est du théâtre. Mais avant d'aborder ce moment qui va être grandiose, j'imagine, on va écouter un deuxième morceau de musique, Mania des Carnavals, de Louise Bonfat, toujours avec Julien Pinol. Exact.
Alors le théâtre, la surprise du livre, une des surprises, c'est que ce Geoffroy, personnage un peu falot, termine finalement acteur dans une pièce d'ultra avant-garde. Comment est-ce qu'il aboutit là? Oui, là de nouveau, c'est parce que, en fait, tout bêtement, je me disais, mais qu'est-ce qui peut bien arriver à ce personnage une fois qu'il a quitté son entreprise? Et je me suis de nouveau dit, voilà, sa vie est un peu chaotique, mais quelle pourrait être, comment pourrait-elle l'être vraiment au carré? Et puis aussi, je voulais le projeter dans un univers qui n'était pas le sien du tout, pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et puis j'ai essayé quelque chose, en fait j'ai pensé d'abord au cinéma, mais le cinéma c'est difficile à exploiter parce que bon, il y a je sais pas, un réalisateur, un caméraman, un plateau, enfin je ne voyais pas narrativement comment me débrouiller avec ce sujet. Je me dis bon, une petite pièce de théâtre un peu minimaliste, d'avant-garde, enfin de pseudo-avant-garde, hein, je dirais que la metteuse en scène se prend très au sérieux, mais c'est pas certain qu'elle ait des idées incroyablement intéressantes, mais donc ça me semblait jouable. Et puis surtout, en fait, j'ai commencé à essayer d'écrire et entre guillemets, quand j'ai trouvé un petit peu son langage un peu abscon et pseudo-intelligent, voilà, je me suis dit là peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et puis c'est vraiment en écrivant, en essayant des dialogues que je me suis dit tiens, ces deux-là ensemble, ça pourrait donner quelque chose de un peu surprenant et intéressant. Et puis enfin, c'est pas moi qui dois dire que c'est intéressant, mon Dieu, mais aussi qu'il soit reconnu parce que c'est un être fade, qu'il exprime une densité creuse. Je me disais, voilà, pourquoi pas. Et puis j'aimais bien l'idée qu'on lui demande de jouer un rôle. En fait, quelque part, c'est comme si il trouve un petit peu sa place nulle part, et puis c'est au moment où il joue un rôle qu'il est valorisé, mais pour être un être fade. Donc voilà, ça me semblait... Il va incarner la finitude. Il incarne la finitude, voilà. Eh bien, on va voir ça tout de suite avec le deuxième extrait. Je répète le rôle du fils dans Liberté et encodage, point, ou point d'interrogation. Pièce que monte Sophie Garel au Théâtre des Salés. Je ne sais de quoi il est question dans Liberté et encodage, point, ou point d'interrogation. Sophie qui parle de finitude infinie comme d'autres de météo, Sophie ne souhaite pas devenir l'unique dépositaire du sens, il doit travailler en chacun. Jean-Baptiste, son assistant à la mise en scène, est aussi barbu que le personnage qui baptisait Jésus dans ma Bible illustrée, et comme lui, pieds nus dans des sandales à semelles de corde. Crâne tondu et salopette anthracite, Sophie ne me rappelle aucun personnage biblique. Je suis un être en mouvement, explique-t-elle en arpentant la scène, son texte à la main. C'est une pièce pour 3 incarnations. Ne cherchez pas votre personnage. Je ne veux pas de personnage. Je veux des incarnations. J'incarne le Fils. Et je m'appelle toujours Geoffroy. Finalement, vous gardez votre nom Jeanne, Olivier, Geoffroy.
Jeanne, tu le regardes, mais tu ne penses pas. Je le regarde. Tu le regardes et tu te fonds dans l'acte de regarder, mais tout en sachant que tu le regardes. Je regarde Olivier. Tu regardes Geoffroy. Tu le regardes en oubliant que tu le regardes. Tu peux regarder, mais pas le regarder. Tu es une pure présence qui fait tout disparaître. Tu es un trou noir. Tu fais disparaître et tu absorbes. Je dois jouer un trou noir? Ne joue pas un trou noir, Jeanne. Sois un trou noir. Sophie est un être en mouvement et Jean-Baptiste son assistant. Un être immobile, assis le dos droit sur un tabouret à vis, un calepin sur les genoux pour noter les idées de Sophie, l'évolution du travail, les solutions, mais il ne note rien. Sophie, on ne fait pas du théâtre de boulevard, d'accord, mais là, le spectateur va vraiment être un peu perdu. Mais c'est bien ce que je cherche, Jean-Baptiste. Je veux que le spectateur soit dans un questionnement qui le... D'accord, oui, mais je crois qu'un minimum de lisibilité serait tout de même... Sophie a pris un assistant pour avoir un regard méta sur ce qui s'élabore. Mais Jean-Baptiste se plaint de ce que ses idées sont toujours rejetées. Mais pas du tout, Jean-Baptiste, pas du tout. Tes remarques travaillent de façon souterraine. Par exemple, pour l'éclairage, je réfléchis à ta proposition, mais il faut qu'elle s'intègre à cette tension que je veux, ou à cette dimension de, oui, à une forme de compréhension, tu vois, hein? À l'issue de chaque répétition, Jean-Baptiste semble plus inquiet. Pourquoi ce pyjama rayé, Sophie? Tu veux faire du personnage d'Olivier un déporté? C'est aussi une fable politique? Non, ce n'est pas étroitement ou simplement politique, Jean-Baptiste. C'est universel, où je propose éventuellement la nudité comme exposition de... Olivier, que je croyais endormi, proteste. Je ne veux pas être à poil sur scène. Mais c'est un rôle, Olivier. Ce n'est pas ici toi qui es nu, c'est quand même moi qui vais montrer ma bite. Il ne s'agit pas de ta nudité d'individu biographiquement identifiable et identifié, de ton être ou individu singulier. Il s'agit d'une représentation de la nudité de... Je joue à poil si tout le monde joue à poil. Dans les indications aussi saugrenues qu'énigmatiques de Sophie, je commence à déceler une constante, son obsession pour la nudité. Cette obsession ne s'arrêtera pas à Olivier, je le crains. Alors finalement, c'est quoi le projet de Sophie Garel? Et en fait, justement, je pense qu'elle ne le sait pas très bien elle-même. C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle appelle du théâtre de plateau. Donc, c'est tout à fait respectable. Hein. Je ne dis pas que le théâtre contemporain est inintéressant du tout. Hein. C'est le projet de Sophie Garel qui semble un peu fumeux. Mais disons qu'elle fait du théâtre de plateau. Elle fait croire en fait qu'elle a un projet et elle fait un petit peu jouer les gens devant elle. Elle essaye d'imaginer à partir de ce qu'elle voit. Parce qu'elle a peu d'idées. Donc le projet lui-même, je ne sais pas trop. Elle aimerait renouveler le théâtre contemporain, voilà, et ne pas faire de quelque chose de conventionnel, de convenu, c'est sa grande crainte. Mais à force de vouloir faire quelque chose de non conventionnel, j'ai l'impression qu'elle fait quelque chose d'absolument inepte. C'est pas sûr en fait, parce que ça va être relu autrement par... Moi, j'ai voulu... je me suis dit, si la pièce de théâtre est un échec total, c'est tellement... Là, pour le coup, c'est du convenu. On s'attend depuis le départ à ce que cette pièce de théâtre, qui effectivement semble de plus en plus délirante et de moins en moins intéressante et assez creuse, et tous les concepts qu'essaye de monter Sophie pour faire croire que sa pièce a peut-être un intérêt, une densité,
semble être un habillage pour masquer du vide, mais je me suis dit, il faudrait peut-être quand même que soit elle est intéressante et quelqu'un s'en rend compte, soit elle ne l'est pas, mais des intellectuels y voient je ne sais quel renouveau du théâtre contemporain. Donc j'avais envie que le sens reste un petit peu ouvert aussi. Cela dit, le pauvre personnage, quand même, on a l'impression qu'il est égaré dans un monde complètement... Oui, Geoffroy, mais c'est assez marrant parce qu'il fait à peu près n'importe quoi et Sophie Garel le trouve génial. Voilà, c'est la première fois, il se dit, c'est la première fois qu'en fait, quoi qu'il fasse, que j'ôte une chaussette ou que je lève mon bras, à chaque fois il trouve que vraiment j'ai une idée géniale. Donc ouais, c'est nouveau pour lui, effectivement, d'être adulé chaque fois qu'il fait un geste. Et tout à fait. Donc la pièce est jouée au Théâtre des Salés. Et finalement, vous l'avez dit, ça marche assez bien. Oui, en fait, donc d'abord, elle est complètement descendue par la critique, et puis... Pardon ? Bon signe. Comment ça ? C'est bon signe. Ah, c'est bon signe, d'accord, voilà. Elle est d'abord complètement descendue par la critique, et puis il se trouve qu'ensuite, au contraire, elle va être tout d'un coup reconnue comme étant ce qui se fait de plus intéressant en Suisse romande actuellement. Donc voilà, on a les deux versions possibles. Il y a du public. Alors lui a peur qu'il n'en ait aucun, et qu'il n'y ait pas de public du tout, et puis il se trouve... Alors je sais pas s'il y a du public, mais en tout cas oui, apparemment. Pardon, je dis ça, mais j'ai pas traité cet aspect, du coup je sais même pas si... Par contre, il y a des articles à tous les niveaux, là. Oui, effectivement, donc le premier article que je mets dans le livre est, je sais plus, je ne me rappelle même pas moi-même le titre que j'ai donné à cet article, mais on dit que c'est une pièce interminable dans laquelle on s'ennuie, que c'est vraiment un pensum, etc. Et puis on reste là-dessus. En fait, j'essaye dans le texte de créer une forme de rythme, j'espère. Enfin, c'était un petit peu l'idée. Donc je les ai pas mises à la chaîne, entre guillemets, les unes à la suite des autres, ces critiques. Ensuite, il s'en va, il va dans cet ashram normand. Et puis, il se trouve qu'à l'ashram normand, il apprend que la pièce de théâtre, visiblement, a un certain succès critique. Et donc, et même, ça va relancer peut-être éventuellement la fin. La pièce ira même au Portugal. Voilà. Il faudrait un spécialiste de théâtre pour en parler. J'avais demandé à quelqu'un de venir, mais... Ah là, il est là. Bonjour. Bonjour. Là. Vous êtes à la compagnie des mots, c'est là. Des mots. Voilà, on s'était téléphoné, c'est moi qui... Vous êtes monsieur Voilà. Oui, bonjour. Monsieur Charles Chopin. Bonjour, monsieur, dame. Je m'appelle Charles Chopin. Vous êtes monsieur Badou, vous avez préparé le Chicha? Voilà, c'est pour vous, là. Vous pouvez peut-être vous avancer aussi. Alors, je me présente, je m'appelle Charles Chopard, donc je suis originaire de la Chaux-de-Fonds. Et je travaille actuellement, je suis établi à Genève depuis quelques années, n'est-ce pas? Je travaille à l'Aile Jura, n'est-ce pas? Je suis archiviste à l'université, c'est ma directrice de thèse, la regrettée Bérénice de la Chaux, la fille du pasteur de la Chaux, la Chaux-de-Fonds, que tout le monde connaît bien. Et c'est elle qui m'avait trouvé ce petit travail, n'est-ce pas? J'avais fait un travail de mémoire qui n'avait pas été accepté. Pourtant, je m'étais donné de la peine, n'est-ce pas? Mon mémoire s'appelait Après la bombe, virgule, sur mon île, virgule, avec Tchekhov, Ionesco et Molière. Mais ça n'avait pas été accepté. Mais cette fameuse de la Chaux, la regrettée, m'avait fait promettre sur son lit d'hôpital, la regrettée, elle m'avait dit: Charles, un jour, battez-vous contre votre timidité, et un jour, en notre honneur, en souvenir de notre amitié et de l'amour que nous avons communément pour le théâtre, vous ferez un jour une conférence sur le théâtre. Alors, 15 ans après, j'ai réussi à faire cette conférence, je me suis beaucoup battu. C'est là que nous nous sommes connus, Monsieur Bagnou. Il y a 5 ans, j'ai fait une conférence sur ma passion du théâtre. Et vous avez connu aussi Geoffroy. Vous connaissez Monsieur Geoffroy? Absolument. Oui, alors écoutez, il se trouve, il arrive quelque chose de tout à fait incroyable. Il se trouve que l'autre jour, je vais au Théâtre des Salés, et je regarde la pièce, je vois cet homme en caleçon noir, et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est Geoffroy Despont, n'est-ce pas? Et il m'avait caché ça, c'est un ami, nous avons le même thérapeute, n'est-ce pas?
c'est tout à fait par hasard que nous nous connaissons, mais ça a été un choc pour moi, n'est-ce pas? Alors il s'est trouvé que, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas si je peux parler en son nom, n'est-ce pas? Mais il s'est trouvé qu'un jour, chez monsieur Somme, mon thérapeute, je vois au-dessous du ficus, qui perdait bien des feuilles à l'époque, je vois le pavillon des cancéreux, n'est-ce pas, de Solzhenitsyn. Je me suis dit, mais ça m'a tout de suite passionné, parce que j'adore la littérature russe, et j'ai dit à mon thérapeute, voulez-vous que j'analyse? J'adore Kostonotov. Il m'a dit, non, mais c'est un livre que le patient qui est avant vous a laissé là. N'est-ce pas? Alors je n'ai pas insisté, mais 2 jours plus tard, figurez-vous que je vais toujours après mon analyse, je prends un petit chocolat viennois, n'est-ce pas? Et derrière mon chocolat viennois, je vois sur une table un autre chocolat viennois. Je me suis dit, tiens, c'est étrange. Et il s'est trouvé que il y avait une caisse de pommes, et sur la caisse de pommes, il y avait le pavillon des cancéreux. Et là, j'ai fait le recoupement. Je me suis dit, c'est certainement le patient qui passe avant moi, n'est-ce pas? Et je me suis levé, malgré ma timidité, n'est-ce pas? Je suis traité par le docteur Somme pour ma grande timidité, mais je me suis avancé vers ce personnage. Et là, nous avons eu un choc, n'est-ce pas? J'ai cru voir mon double. N'est-ce pas? Il y a eu Baudelaire et l'américain, là, comment s'appelle-t-il? Edgar Allan Poe, n'est-ce pas? Il y a eu ce magnifique rencontre. Eh bien, je crois qu'entre M. Despont et moi-même, Chopard, il y a eu ce même déclic, n'est-ce pas? J'ai cru voir mon double. Il m'a dit que d'ailleurs, je lui ressemblais plus que son jumeau, n'est-ce pas? Qui est dizygote, n'est-ce pas? Mais, et alors là, nous avons noué une amitié. Et alors, il m'avait caché, n'est-ce pas, qu'il jouait dans Décodage Encodage et Liberté, ou, n'est-ce pas? D'ailleurs, je suis venu pour ça, faire une analyse de cette pièce, n'est-ce pas? Exactement, vous êtes un spécialiste des schémas actentiels. Vous en avez présenté déjà un, je crois. Oui, alors tout à fait, vous tombez bien, parce que c'est mon médecin qui m'a poussé à venir à la compagnie des mots. Il m'a dit, allez-y, maintenant vous êtes chaud. La semaine dernière, figurez-vous que j'ai participé à un bord de scène que Sophie Garel m'avait invité. C'était une étudiante chez nous à l'époque. Je me souviens, moi je classais des livres, mais elle faisait sa thèse à l'époque sur la joie de vivre dans le théâtre de... Comment s'appelle-t-elle cette anglaise déjà? Je ne me souviens plus maintenant. Enfin bref, elle faisait une thèse, c'était un peu provocateur, elle n'avait pas été admise, mais je me souviens de cette Sophie Garel, elle m'appelle l'autre jour en me disant, est-ce que vous ne pourriez pas faire une analyse en bord de scène avec votre schéma actentiel? Alors pour ceux qui ne connaissent pas le schéma actentiel, n'est-ce pas, c'est une invention de Anne Humbersfeld, n'est-ce pas? Dans les années 80, nous avions découvert le schéma actentiel. J'adorais Anne Humbersfeld. Nous étions quelques amis, nous passions nos après-midi à faire des schémas actentiels. J'adore Anne Humbersfeld. D'ailleurs, elle est dans ma chambrette, j'ai une photo d'elle, c'est ma muse, n'est-ce pas? Et alors j'ai passé au crible toutes les productions dramaturgiques de l'époque. Je passe ma vie à faire des schémas actentiels. Et je vais peut-être alors m'exécuter. Je vois tout préparé pour oui, vous. tout à fait. Attention tout de même, c'est juste posé dessus. Je sais que vous êtes très adroit et habile, mais... Oui, alors je vais faire ce que je vais. Je vais le tenir. Alors, le schéma actentiel, il a pour but d'éclairer les gens un peu béotiens qui vont au théâtre, qui ne comprennent rien, n'est-ce pas? Alors, en général, vous pourrez ensuite vous appuyer sur mon schéma actentiel pour aller voir, pour ceux qui n'ont pas encore vu, n'est-ce pas? Vous irez voir Encodage et Liberté, ou, n'est-ce pas? Mais alors voici le schéma actentiel que nous pouvons faire à ce sujet. Donc, je vais toujours le titre, n'est-ce pas? Liberté et encodage, ou, n'est-ce pas? Le titre qu'a donné. Alors, Sophie Garel fera partie du schéma actentiel. Je la place ici, n'est-ce pas? Sophie Garel, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, on se disait liberté et encodage, quelle promesse, n'est-ce pas? Je me suis dit, tiens, est-ce que la troupe de Sophie Garel va nous purger de nos passions algorithmiques, n'est-ce pas? Je me disais, c'est toujours la question qu'on se pose, est-ce que encodage, n'est-ce pas, nous allons pouvoir trouver cette liberté, et où va nous mener cette pièce, n'est-ce pas? Alors, il y a 3 entités sur scène, alors ne parlez pas à Sophie Garel de personnages, n'est-ce pas? J'ai pris très cher l'autre soir, j'ai voulu parler de personnages, elle m'a repris, n'est-ce pas? Il s'agit d'incarnation, n'est-ce pas? Alors, il y a ici le fils sur la scène, qui est à Jardin. Non, le père, pardon, excusez-moi, qui est joué par Olivier. Vous remarquez que les comédiens gardent leur nom, n'est-ce pas? Une sorte de naturalisme, n'est-ce pas? Est-ce que tout cela est un petit clin d'œil des chiens? Je ne sais pas, n'est-ce pas? Mais alors, il y a ici le père, n'est-ce pas?
qui est à Jardin. Et alors devant, nous avons le fils, n'est-ce pas, incarné alors par mon ami Geoffroy Despont, n'est-ce pas, qui joue le fils, n'est-ce pas. Alors bien sûr, vous l'aurez vu, il y a une incarnation du père, une incarnation du fils. On se dit, tiens, c'est une mystique chrétienne, n'est-ce pas. Sophie Garel nous ménage quelque chose. Alors tout le monde se dit, tiens, mais alors peut-être qu'ici, à Cours, n'est-ce pas, il y aura le Saint-Esprit. Eh bien non, non, pas du tout. Sophie Garel place également la femme, n'est-ce pas, jouée par Jeanne. Si ça plaira à nos militantes, n'est-ce pas, le Saint-Esprit est remplacé par la femme, n'est-ce pas, qui est incarnée par une espèce de trou noir, n'est-ce pas. Et alors, mais Sophie Garel a pris soin, n'est-ce pas, de faire les costumes. Et elle a affublé le trou noir d'une robe jaune en laine mouillée, oui. Et elle a fait une petite robe jaune, n'est-ce pas, qui va s'opposer, n'est-ce pas, chromatiquement au caleçon noir qu'elle a mis sur le pauvre Geoffrey, n'est-ce pas, son petit caleçon noir. Alors bien sûr, on se dit, tiens, ce jaune et ce noir, est-ce qu'il n'y aurait pas une héraldique, une couleur médiévale, n'est-ce pas, qui pourrait nous embarquer, je ne sais pas quelle croisade, n'est-ce pas, est-ce qu'il n'y a pas un Graal à trouver, qui fait écho à l'encodage, est-ce qu'on ne va pas se décoller, trouver quelque chose, un Graal, où est-ce que va nous mener cette quête, n'est-ce pas, dramaturgique. Alors bon, alors bien sûr j'ai réfléchi un petit peu, je me suis rendu compte que non, en fait il n'y avait pas de Graal, en fait, donc je peux peut-être un petit peu enlever cette première question que je me suis posée. Mais alors, vous remarquerez, alors je me suis posé une deuxième question, n'est-ce pas? Lorsque nous voyons ici cette femme qui regarde ce fils, n'est-ce pas, avec convoitise, et qui ne regarde pas le père, je me suis dit, ah, peut-être y a-t-il un palimpseste, n'est-ce pas? Est-ce que cette femme ne serait pas la petite fille de Minos et de Pagiphaé, n'est-ce pas? Et je me suis dit, ah, est-ce que Phèdre ne serait pas là, et si on a plus de feu, n'est-ce pas? Est-ce que derrière Phèdre, il n'y aurait pas Racine, qui ferait une espèce de contact entre Sylvie, entre Sophie Garel, n'est-ce pas, l'avant-gardiste, et le tenant du classicisme le plus pur. Mais, enfin, alors je me suis posé la question, mais j'ai de nouveau remarqué que non, il n'y avait aucun rapport, n'est-ce pas? Donc ces suppositions sont battues à l'eau. Mais alors, bien sûr, Sophie Garel, en faisant l'ellipse du Saint-Esprit, n'est-ce pas, je me suis tourné dans la salle et j'ai vu qu'elle avait mis des petites ailes blanches, n'est-ce pas, pour nous signifier qu'elle représentait en fait la colombe du Saint-Esprit, n'est-ce pas. Donc elle était or, le Saint-Esprit était extra-légitime, n'est-ce pas, mais il était à côté de nous, n'est-ce pas. Et alors, une dernière chose, je me suis dit, tiens, mais en fait, lorsqu'on regarde, je me posais beaucoup de questions, n'est-ce pas, et j'ai tenté vainement d'essayer de trouver des lignes de force dans ce schéma arc-en-ciel. Mais je me suis dit, quand je regardais la pièce, n'est-ce pas, je voyais bien que Geoffroy levait la jambe en disant qu'il posait sa main, et elle posait sa main en disant qu'elle levait sa jambe. Je me suis dit, il ne se passe plus rien. Alors forcément, n'est-ce pas, au bout d'un moment, on se rend bien compte que nous n'avons pas les actants, ce qui met en échec, n'est-ce pas, mon analyse actantielle, n'est-ce pas. Nous avons les essences, n'est-ce pas, nous avons le père, nous avons le fils et nous avons la femme. Alors bien sûr, au bout d'un moment, il y a ce problème de l'encodage, mais tout le monde a envie de quitter, n'est-ce pas, de prendre la tangente, de quitter cet espace-là, tout le monde a envie de partir, ce qui fait que le public à la fin aussi s'est posé la question de sa présence. Il a aussi quitté la salle, n'est-ce pas. À la fin, il n'y avait plus que deux personnes, n'est-ce pas. Il y avait un père et son fils, et voilà, alors je me suis dit, je vais jouer le Saint-Esprit, je leur ai fait ce schéma actantiel, voilà. Alors voilà, je crois que les choses sont assez claires. Ceux qui désirent se garder tous en tête peuvent prendre une photo. Pour le livre, ça va les aider. Vous aviez vu d'ailleurs la conférence de Oui, je l'ai vu, Chopard. alors là, je suis complètement soufflée. C'était une petite surprise pour notre invité. Donc, on va se remettre un peu de ça avec le troisième morceau. Et le troisième morceau sera une belle chanson de Francis Lay.
Et on va parler maintenant de développement personnel. Je Il y en a plein. ne suis pas tout à fait remise de la conférence. Je pars, mais vraiment, allons-y. Oui. Il y a le docteur Somme, il y a Carmen, il y a l'ashram du devenir. Donc Geoffroy traverse ces différentes stratégies pour aller mieux. Et bon, on va d'abord peut-être faire une lecture pour voir comment ça se passe, notamment avec Carmen. Dans un passé récent, une femme maquillée et souriante, prête pour une sortie au restaurant, remplaçait parfois celle qui, couchée sur le canapé du salon, semblait ne pas remarquer ma présence dans l'appartement. Quand j'ai trouvé des concombres dans la baignoire, la télécommande dans le frigo, Lynn dans le débarras, Carmen n'a pas paru désemparée. Carmen avait toujours une solution. C'est un don. Dans une vie antérieure, j'ai été un disciple de Bouddha. Pour aider Lynn à reprendre pied, Carmen a proposé un changement de régime alimentaire. Si nous mangeons ce qui nous fait du mal, nous nous détruisons, nous nous agressons. Nous entrons dans une démarche d'agression. Je m'agresse donc, je suis un agresseur et je crée un monde d'agression. De son sac produit dans le respect des espèces en voie de disparition, elle a tiré un bocal rempli d'une eau noire où flottait un champignon sacré, cadeau d'un ami chaman. Cette médication fatale aux esprits malfaisants devait être bue préférablement de nuit. La femme de ménage a jeté au WC le contenu nauséabond de ce bocal posé sur l'évier de la cuisine. Il n'y a ni hasard ni accident, a estimé Carmen. Tout a un sens. Ce champignon ne t'était pas destiné. Avant de rejoindre pour 3 mois l'ashram du devenir en basse Normandie, elle a demandé à Lynn de s'occuper de son chien. Avec un chien, tu peux avoir une relation très forte. Il te prend comme tu es. Tu peux faire avec lui l'expérience d'un amour pur, sans réserve. Carmen l'avait fait renoncer aux articles en cuir, en être vivant sacrifié. Au pain blanc, aux chaussures à talons, mais devenir pour 3 mois le pôle d'amour d'un Airedale terrier devait être au-dessus de ses forces, car elle a refusé. J'ai essayé de retenir Lynn dans le monde où on fait réparer la machine à laver quand elle inonde la salle de bain, où on répond au bonjour du voisin et du facteur plutôt que de les dévisager en silence comme les spécimens étranges d'une humanité nouvelle. Mais j'étais devenu progressivement invisible. Ma compagne ne me voyait plus et je ne savais pas comment la rejoindre. Elle a fini par s'en aller, ne laissant derrière elle qu'une brosse à cheveux et le pavillon décancéreux. Je me suis lancé à sa recherche, bien sûr. De mon alvéole, j'ai composé le numéro de notre appartement, celui du portable de Lynn, appelé Carmen. Carmen, dont j'avais écouté les élucubrations avec l'espoir que dans ce Fatra New Age,
où cette amitié, Lynn allait trouver de quoi secouer la torpeur où elle était plongée, Carmen était peut-être ma planche de salut. Qu'elle habite une yourte ou une grotte ne m'aurait pas surpris, mais son adresse était celle d'un immeuble banal et décati dans une venelle qui paraissait tenir lieu de débarras à ciel ouvert. Lampe sans abat-jour, commode sans tiroir, trottinette sans guidon, poupée sans tête. La rue des Coches était le royaume du démantibulé. Alors c'est grâce à Carmen que Geoffroy va se retrouver dans le dernier lieu qui est irrésistible aussi de Paul Riis, c'est l'ashram du devenir. Comment est-ce qu'il y arrive? En fait, il y arrive parce que comment est-ce qu'il y arrive? Attendez. C'est parce que en fait, elle lui fait croire, en fait, cette sainte femme, je dis sainte femme avec ironie parce que donc elle se veut très spirituelle, etc. Mais en fait, elle va lui mentir. Donc, elle lui demande de lui ramener son chien qu'elle a laissé avant d'aller à la du devenir. Elle l'a laissé à des amis, et puis elle a appris que ce chien était malheureusement ne se portait pas très bien, et elle demande à Geoffroy de lui amener le chien, et puis elle lui fait croire que Lynn est à l'ashram du devenir, et comme il essaie de la retrouver, il va amener le chien à l'ashram du devenir, et puis Carmen a disparu et va se retrouver à l'ashram du devenir avec un chien qui n'est pas le sien, et qui s'appelle Maharishi, ce qui veut dire la grande âme. Voilà, donc, Et on a là à nouveau une satire dans le langage et dans le milieu qui est absolument irrésistible, mais comme le temps avance, je vais arriver moi à la fin du livre et je vais vous poser quand même des questions sur cette fin. Est-ce que c'est une fin optimiste ou pessimiste? Il y a une sorte de fin ouverte, Ouais, une moi, je sorte la voulais- d'interprétation. Ouais. En fait, donc l'idée c'était aussi que, que je traverse différents univers. J'espérais donner un peu du relief dans ce texte, parce que sinon c'est le parcours d'un personnage malheureux. Donc j'avais l'idée que tout ceci devait rester, je l'espère, avec des effets de rupture, de rythme, etc. Mais la fin, je l'avais pas du tout en fait. Et c'est une amie qui m'a dit ce texte n'est pas terminé. Je me suis dit mon Dieu, mais elle se rend pas compte, ça va être difficile de trouver une fin. Et puis en fait, c'est le personnage de Kostoglotov qui m'a aidé à trouver la fin. Donc je me suis dit, je vais l'envoyer ailleurs. Voilà, le psy lui dit d'essayer autre chose. Alors autre chose, c'est tout ce qui est plus ouvert. Hein. On ne sait pas, hein, ça peut être tout et ça n'est pas du tout défini. Et il essaie autre chose, et autre chose c'est, bon alors je ne sais pas si certains n'ont pas lu et veulent lire, je ne vais peut-être pas trop le dire, mais il va partir vers le Portugal, et puis dans ce train, il a le pavillon des cancéreux avec lui, il n'a pas terminé le livre, raison pour laquelle il commet le premier larcin de sa vie, c'est-à-dire qu'il le garde, et dans le livre, le personnage de Kostoglotov, qui est un personnage qu'il admire, qui est son double rêvé plutôt, alors que c'est un personnage qui est jusqu'ici, qui s'est battu, qui a été au goulag, qui en est revenu, qui ici a entamé une relation amoureuse, plus ou moins amoureuse, disons oui, amoureuse avec une femme, tout d'un coup ce personnage va renoncer dans le livre. Et le personnage, je ne sais pas si je dois tout expliquer, mais à la fin, non, oui. Donc en fait, si vous voulez... Sinon, on demande Voilà, le conférencier, c'est pour nous aider, mais il y a un schéma actentiel à faire. Donc l'idée, c'était plutôt qu'il y ait une ouverture, je voulais une forme d'échappée, et le personnage va, pour une fois, prendre les choses en main et essayer de dire non à la situation qui est la sienne. En fait, et refuser pour aller vers le Portugal malgré tout. Mais toute dernière page, j'en dis rien d'autre, la toute dernière page est aussi un peu ambiguë. On ne sait pas dans quelle direction il va, si vous me permettez cette expression. On ne va pas en dire plus, peut-être. Alors, on va passer aux questions des spectateurs, mais avant, j'aimerais remercier Cyril Kaiser, qui est au fond et qui a fait Charles Chopard avec brio. Alors, question des spectateurs. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, spectateurs, auditeurs, est-ce que quelqu'un aurait une question à poser?
Bon, moi j'avais bien les questions, mais le problème c'est qu'une de mes questions c'était la fin justement. Ah, On va poser la question. Oui, c'est une fin qui est pas ambiguë, mais qui peut être interprétée, disons. C'est en tout cas le sentiment que j'ai eu. La toute dernière page, ça peut être interprété de plusieurs manières. Bah oui, Tu es d'accord avec moi? oui, tout à fait. Oui. Pour vous, c'est pas interprétable? Bah, moi, ça me semble assez clair, mais j'ai voulu que ce soit très elliptique parce que je trouvais que, en fait, c'est vrai que j'essaye de ne pas souligner, appuyer, laisser le lecteur un tout petit peu entrer dans le texte. Alors, ça me semblait, on comprend quand même que c'est lui qui a. Oui, mais. Ok, on est d'accord. Voilà. Vous voulez qu'on C'est sorte lui un moment On ne dévoile rien, c'est pas un polar. Hein, donc Non, c'est ça, franchement. on pourrait parler de la fin, mais pour moi ça ne Oui, pose pas de problème pour le livre. Si c'était un polar puis qu'on dévoilait le nom du... Oui, enfin, c'est pas un roman à suspense. mais, Voilà. Donc, Donc, c'est oui, pas donc vous pouvez peut-être expliquer la fin. Allons-y, foin de secret. Oui, il me semble aussi. Donc, Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il est dans le train pour aller vers le Portugal. Voilà. Finalement, sa pièce de théâtre a eu assez de succès et elle va être traduite en portugais et lui-même va devenir acteur au Portugal. Donc, c'est ça possible. semble En tout cas, il y possible. va. Oui, Il y va. Il y croit. Ben, il n'y arrivera pas. quoi. Mais que se passe-t-il dans ce En fait, train? bon, il se trouve tout bêtement que voilà, le train tombe en panne. Et puis, enfin, il est en rade dans la campagne normande alors qu'il se dirigeait enfin quelque part, qu'il avait pris une décision, le train tombe en panne. Et puis, il est en train de lire en même temps le pavillon des cancéreux, dans lequel le personnage de Kostoglotov doit prendre une décision, c'est-à-dire aller voir à la sortie de si vous n'avez pas lu le roman, c'est un peu compliqué, mais aller voir une femme dont il est amoureux. Puis en fait, Avant de repartir Avant pour de- le goulag. avant de repartir, non pas pour le goulag quand même. Ah oui. Mais bon, c'était un relégué sous Staline, voilà, tout ça est un peu politique. Ok. Et puis, le personnage de Kostoglotov n'a pas le courage. En fait, il se voyait comme un homme fier, un survivant des camps de Staline, et il s'imaginait avoir belle allure. Et puis, en fait, il va à la sortie de l'hôpital, en attendant d'aller à la gare, il va dans le grand magasin central et il se voit en pied, alors que, évidemment, dans la Russie soviétique, pauvre, dans un pavillon des cancéreux, et au goulag encore moins, on n'a pas de miroir. Et tout d'un coup, il voit l'image de l'homme qu'il est devenu, c'est-à-dire un pauvre air, tassé. Et il se dit, je ne peux pas aller voir maintenant Madame Dontsova. Et il décide de prendre le train pour rentrer à Ouchterek, et pas au goulag. Et donc, le personnage de Geoffroy qui s'est identifié à ce personnage qui va au bout de ses réalisations, au moment où le train redémarre, mais en marche arrière. Donc, et la marche arrière, ça signifierait je reviens à ma vie antérieure, je reviens à mon marasme, je reviens à tout ce Oui, que... c'est ce qu'on comprend. Voilà, Ouais. je refuse le marasme dans lequel j'ai vécu, donc pour une fois, il fait une deuxième chose totalement interdite, c'est-à-dire qu'il va tirer, c'est marqué qu'il ne faut pas tirer sur le frein, la poignée, il doit ne tirer sur la poignée qu'en cas de danger, etc. Et lui, bon, c'est le danger pour lui, donc il tire le frein, et puis voilà, il Oui, arrête il va immobiliser le train une deuxième fois. Oui, Mais pour mais autant, après... on ne va pas repartir au Portugal. Mais si, après, il est reparti. Non, mais il faut comprendre que Solzhenitsyn est une introduction à Catherine Legendre. Un schéma. Il faudra un schéma de pensée. Mais on peut lire quand même l'ensemble autre. Oui, non, bien sûr. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Quand on entend la lecture par le comédien, bon, on se rend compte que le texte est bien écrit et d'ailleurs très bien lu. Je veux savoir, vous, c'est quoi votre expérience quand vous l'entendez lu comme ça? Je fais une question. Allez-y. Est-ce que vous... Parce qu'en fait, il est lu drôlement quand même, donc est-ce que vous trouvez drôle ou est-ce qu'en fait... Je pourrais aussi demander, est-ce qu'on doit engager monsieur pour lire le livre ou, Oui, c'est intéressant parce que c'est étrange d'entendre son propre texte, Ouais. et on ne sait jamais très bien en fait si ça va faire rire ou pas.
Et puis, si deux personnes lisent, en fait, les extraits que vous avez lus, c'est intéressant parce que un des extraits a été lu par Cyril d'ailleurs, hein, et les deux extraits sont lus de façon un peu différente, mais dans les deux cas, moi j'ai aimé les lectures, alors qu'elles sont un peu différentes quand même. C'est intéressant. Et par contre, c'est difficile quand c'est son propre texte, par exemple, de se dire c'est bien écrit, vous voyez, je trouverais ça un petit peu étrange, mais par exemple, quand moi je suis plus proche des deux premiers extraits qu'il a lus que du dernier. Maintenant, si je devais réécrire, j'ai l'impression qu'il y a des choses que même je changerais dans le texte, dans le dernier extrait. Mais c'est pour vous dire, disons que c'est avant que ce soit lu, même à haute voix ou par des gens, c'est difficile de savoir si les gens vont trouver ça drôle ou pas. Parce que parfois, peut-être que des choses qui, moi, me semblent pas très drôles font rire. Et puis, ça, c'est la réception elle-même, j'ai un petit peu de peine à la mesurer, en fait, forcément. Moi, je sais pas, des fois, ce que je fais, je me dis, mais c'est vraiment débile. Et puis, parfois, je me dis, non, ça peut être intéressant. En fait, j'ai l'impression qu'il faut pas trop que je me freine, hein, que j'ose, en fait. Mais pour ça, je dois laisser un petit peu reposer. Et puis, en reposant, je vois le texte. Voilà, ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire que je dois prendre un peu de distance avec le texte, presque comme si quelqu'un d'autre l'avait écrit. Pour ça, je laisse passer un petit peu de temps. Et là, j'arrive mieux à voir si je trouve que peut-être ça, voilà, où il faudrait couper, où ça peut-être, ça peut faire rire. Hein. Voilà. C'est pas que je voulais à tout prix faire rire, mais l'idée c'était que le projet était plutôt que tout ça reste un peu drôlatique, un peu burlesque, hein, tout en étant tragique. C'est une tragédie intime, hein, c'est pas une tragédie mondiale. Voilà. Encore une question? Oui, là. Oui. Est-ce que, justement, pour tester vos textes, est-ce que vous les faites lire votre manuscrit par quelques personnes dont vous avez confiance? Ouais. Voilà, pour vous rendre compte, pour qu'elles puissent vous renvoyer justement. Alors ça c'est précieux, j'ai eu des mais par contre j'ai envie de dire qu'il faut des gens qui aiment un peu les mêmes types de textes. Il faut qu'on ait un peu une sensibilité littéraire commune. Si quelqu'un aime des textes que moi je n'apprécie pas, je pense pas que cette personne-là va pouvoir m'être très utile entre guillemets, mais on va peut-être pas bien se comprendre. Par contre, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir au moins 2 relectrices qui étaient très précieuses, dont celle qui m'a dit le roman n'est pas terminé et qui m'a causé bien du souci, mais elle avait raison en fait. Vous n'avez pas fait lire par un psychanalyste? Non. Mais pas fini. Les psychanalystes ont souvent de l'humour. Peut-être une dernière question. Enfin, il y a encore une question. Terminer. D'abord, puisque le livre est en vente chez notre libraire, j'aimerais préciser une chose, ce livre est drôle et intelligent. C'est pas fréquent de trouver ça dans la littérature romance. En plus, il a parfaite maîtrise des différents registres du langage. Donc, quand vous additionnez ces 3 choses, c'est une bonne raison pour l'acheter. Vous passez un bon moment. Ça, c'est une chose que je voulais dire. C'est pas pour rien qu'on lui a donné le prix Yves Graillet. Voilà. Une petite question peut-être. Ce qui est aussi étonnant dans ce livre, sachant que c'est votre premier livre, souvent, dans le premier livre, l'auteur a lui-même son sujet. On voit ça assez souvent quand on commence à lire la littérature romance, c'est souvent assez nombriliste. Et vous, c'est apparemment pas le cas. Ou alors, qu'est-ce que vous avez de Geoffroy Desponts? Geoffroy, ça je ne vais pas vous dire. Hein. C'est pas le sujet de ce soir. Non, mais c'est pas. En fait, si vous voulez, c'est vrai que c'est moi, par contre, pour pouvoir écrire. Alors, je suis un petit peu. Vraiment, j'ai une forme de pudeur qui fait que si j'écris à la première personne et que en plus le personnage est une femme, je me dis tout le monde va penser que c'est de l'autofiction et ça m'inhibe totalement. Donc pour moi, c'était plus simple de prendre un personnage masculin. C'était déclencheur d'écriture beaucoup plus facilement que si j'avais pris un personnage féminin. Après, j'ai envie de vous dire, mais moi je suis même dans Sophie, dans le personnage un peu fou, la metteuse en scène. Voilà, forcément, j'imagine que je prête un peu, c'est pas du tout reconnaissable parce que c'est distordu, c'est amplifié, mais je prête un peu certains de mes traits, probablement à beaucoup de personnages, en fait. Mais sans que ce soit un portrait de moi, voilà. Et le prochain livre, il est déjà là? Non, je l'écris péniblement, oui. Juste une chose aussi, puisque vous prenez un personnage masculin, à mon avis, une petite erreur. Les enfants masculins qui font un concours
de celui qui pisse le plus longtemps. En réalité, non. On fait le concours de celui qui pisse le plus haut ou le plus loin. Jamais le plus longtemps. Ah, c'est une dynamique. Hein. On voit que c'est une femme qui a écrit. J'ai eu des relectrices, des relecteurs. Ah, vous aurez dit non, c'est le plus haut ou le plus loin. Ok, merci Pierre pour cette précision. Et merci surtout à Cathy Lejeune. Dans environ un mois, alors le 5 décembre, on a la dernière soirée de la LEP, de la Compagnie des mots, et on va avoir comme invité Étienne Barillier, que vous avez entendu, avec une bibliographie énorme. On verra comment on va organiser la soirée. N'oubliez pas, comme on vous a dit déjà, demain, il y a la remise des prix, la cérémonie demain à 6h à la bibliothèque des Carouges. Et samedi, on a encore ce salon des écrivains. Et puis, une autre chose qu'on veut vous préparer, ceux qui sont venus l'autre fois, ils savent, on est en train de revoir, est-ce qu'on va continuer à faire nos soirées les lundis ou les mardis, ou est-ce qu'on va changer pour lundi. Alors, on a préparé un tout petit questionnaire, et je vais vous demander, voilà, vous avez juste à répondre sur deux questions. Quel est votre avis? Est-ce qu'on va rester le lundi ou le mardi, ou est-ce qu'on va changer pour le lundi ou un autre jour? Le dimanche. Éventuellement. Voilà, merci beaucoup. Et c'est chez vous, et on est très contents que vous êtes venus. Merci. Merci. D'avance, je peux vous proposer de faire des questions.